Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et de se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Il est de ceux qui portent notre sport, de ceux qui interrogent le statu quo, de ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'équitation plutôt qu'à son brillant passé, et de ceux qui osent, lorsqu'il le faut, taper le poing sur la table et dénoncer. Soigneurs, cavaliers, entraîneurs et sélectionneurs. Autant d'expériences qui ont conféré à notre invité du jour une connaissance presque omnisciente de notre sport et de ses rouages. Jean-Maurice Bonneau. Si vous avez lu son livre « On y sera un jour, mon grand », alors vous le savez, Jean-Maurice déborde d'anecdotes, d'exemples, d'illustrations qu'il aime à partager. Mais ne vous y trompez pas, la conversation que nous avons entretenue avec Jean-Maurice n'a rien d'une simple copie audio de ce qu'il a déjà dévoilé dans les pages de son livre. 2 jours avant notre enregistrement, nous avons croisé Jean-Maurice qui nous a alors challengé. Je vous attends là où on ne m'a encore jamais emmené. Challenge accepted. Plutôt qu'une contrainte, nous avons pris ces mots comme une invitation à l'audace. Dans cet épisode, nous avons mêlé notre audace au franc-parler aiguisé de Jean-Maurice Bonneau et on espère que cette recette détonnante vous plaira. Cette semaine, nous pouvons compter sur le soutien d'une entreprise que nous aimons particulièrement et avec qui nous avions hâte de nous associer sur I Am an Equestrian. Et pour cause, puisque son moteur, c'est évidemment la passion. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de la laiterie de Montaigu, puis je laisserai la parole aux principaux concernés. Nous avons rencontré Caroline Di Stefano en janvier 2020 lors du Jumping International de Bordeaux. Quelle révélation! Ce jour-là, Caroline nous a témoigné tout son amour pour notre podcast. Elle nous a conseillé et nous a donné la motivation de poursuivre dans cette voie. C'est aussi grâce à elle que nous avons découvert l'attelage et par ce biais, évidemment, Benjamin Ayot, dont nous reparlerons plus tard. Si vous avez bien évidemment déjà vu le petit logo bleu de la laiterie sur les terrains de concours, laissez-moi vous en parler. La laiterie de Montaigu est une entreprise vendéenne, familiale, créée en 1932 par les arrière-grands-parents de Caroline, directrice générale de l'entreprise. La laiterie est spécialisée dans les produits laitiers, beurre AOP, crème, dessert, poudre de lait et glaces destinées aux professionnels de la restauration et de la gastronomie, mais aussi spécialisée dans la poudre de lait pour bébés. Les valeurs de l'entreprise, la tradition, la passion et le savoir-faire des équipes. Et c'est bien évidemment cette histoire de passion qui a donné l'envie à Caroline de créer la team Laiterie de Montaigu, actuellement composée de Johan Di Stefano, Julien Gonin, Philippe Rosier, mais aussi de Jean-Maurice Bonneau. Mais qui mieux que les membres de cette équipe pour parler de leur activité? Nous avons donc regroupé Julien, Caroline et Jean-Maurice au bord du paddock du Jumping International de Bourg-en-Bresse pour leur poser quelques questions. Je vous laisse écouter. Eh bien, la Team LM, à la base, c'est une idée un peu folle, voire saugrenue, de rassembler une laiterie et des chevaux. À la base, il n'y avait pas de point vraiment commun, si ce n'est quand même le terroir, le savoir-faire et surtout la passion. Moi, je dirais qu'on peut faire des métiers différents et partager les mêmes valeurs. Voilà, oui, c'est surtout une passion qui nous regroupe tous. Sur la team, je parle de laiterie Montaigu équestre. Qui nous regroupe tous, c'est les valeurs du sport, le bien-être des chevaux, des choses bien faites, simples, et une amitié entre nous où on est content d'être ensemble. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, pardon. C'est que quand il y a 10 ans, j'ai vu apparaître cette laiterie de Montaigu, il se trouve que c'est chez moi, puisque je suis vendéen, et nous sommes vendéens. Et Caroline a réussi, en un coup de maître, à positionner l'entreprise locale au niveau des sponsors titres comme Rolex, comme Longines, comme Land Rover et autres compagnies. Donc en termes de positionnement, l'idée était quand même extrêmement bien vue et intelligente parce qu'on se retrouvait dans notamment, je pense au Longines Master à Paris, etc. Les invités ou
les personnels, les gens à l'intérieur d'une entreprise comme celle-ci se retrouvent à un niveau qui les valorise. Donc de positionner une marque qui est une boîte familiale à ce niveau-là, ça c'était un coup de maître. Moi je ne suis pas cavalier, mais justement j'ai un rôle un peu pluriel où je peux continuer d'intervenir au sein de l'entreprise sur des séminaires avec des collaborateurs, à l'intérieur du groupe aussi, d'être un trait d'union, je dirais un peu ça. Et puis par exemple quand on a des invités de la laiterie, que ce soit des clients, des prospects ou des gens, des internes de la laiterie, être, par exemple à la Baule, on les a emmenés marcher la piste, on les a faire vraiment emmener un peu au-delà avec mon background qui donne je pense un certain crédit, on va dire, et que tout ça fonctionne finalement très simplement. Donc c'est pas le costard qui nous intéresse, c'est ce qu'on y fait de manière spontanée. Bonjour Jean-Maurice, merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui de répondre à nos quelques questions qui sont, je précise, soigneusement préparées pour l'occasion, car je précise encore, vous nous avez quand même bien mis la pression, on va pas se mentir. C'est d'autant plus un plaisir parce que je crois que vous êtes plutôt content d'être ici avec nous, donc pour nous c'est toujours agréable évidemment. On va commencer par le commencement. Jean-Maurice, vous êtes né en Vendée en 1959 de 2 parents agriculteurs. Rien ne vous prédestinait à devenir cavalier international d'abord, puis l'un des plus grands entraîneurs et sélectionneurs de l'équipe de France de saut d'obstacles, l'équipe de France puis l'équipe du Brésil. Vous avez connu un parcours assez vertigineux, jalonné de victoires et de moments un peu plus difficiles. Mais vous nous l'avez dit mercredi, on vit des galères et puis d'un coup les planètes s'alignent. Et ce fut le cas à plusieurs reprises pour vous, mais on y reviendra dans la suite de cette interview. Après avoir monté à haut niveau, vous êtes devenu entraîneur de l'équipe de France, à l'époque notamment d'Éric Navet, Éric Levallois, Reynald Angot et Gilles Bertrand de Balanda, qui ne sont autres que les membres de l'équipe victorieuse à Jerez en 2002. Puis vous avez occupé un rôle équivalent au sein de l'équipe du Brésil. Et enfin, vous êtes devenu entraîneur privé de nombreux cavaliers français, dont quelques-uns que nous avons déjà interviewés à notre micro, Kevin Stott, Patrice Delaveau, Philippe Rosier et d'autres. On ne va pas citer toutes les performances, toutes les victoires que vous avez eues avec l'équipe de France, mais vous avez été quand même le chef d'orchestre de plusieurs de ces étapes. Mais j'inviterai aussi à nos auditeurs à lire votre livre dont vous êtes l'auteur et qui est sorti il y a quelques semaines, tout juste. On y sera un jour, mon grand. Mercredi en off, quand on s'est rencontrés, vous avez soulevé quelque chose qui m'est resté à l'esprit. Vous avez dit que ces cavaliers-là, ces champions que vous avez entraînés, ne sont pas des gens comme les autres, qu'ils étaient vraiment des personnalités plurielles. On va commencer comme ça, Jean-Maurice, parce que vous le savez, on aime bien parler de nos invités, les faire parler d'eux. Est-ce que vous aussi, Jean-Maurice, vous n'êtes pas finalement aussi une personnalité plurielle ? Oui, je crois, sans aucun doute. Je suis même surpris parfois quand je regarde en arrière, et notamment quand j'ai écrit ce livre, pour tout vous dire, quand il a été édité, l'objet, je l'ai relu. Je l'ai relu presque comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. Et à la fin, je me suis dit, putain, il en a fait des trucs, ce mec-là. Et puis, j'ai dit, mais c'est toi. Et je blague pas. Et ça, c'est effectivement... je ne sais pas si je suis pluriel, mais en tout cas, je suis curieux, insatiable. Et je voudrais rajouter à votre présentation que j'ai jamais eu de plan de carrière. Jamais de ma vie. Je suis parti de Vendée quand j'avais 18 ans. Je me suis dit, je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ça n'existe pas, ça. Mon seul mantra, c'était d'aller vers l'avant. Ça correspond bien à l'équitation. On parle d'impulsion. Calme en avant droit, disait Lot. Et moi, je suis parti. Et comme je suis curieux, vous voyez, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte. Ben, si je l'ouvre, je saurai. Puis il y en aura peut-être une autre derrière. Ben, je vais l'ouvrir, d'une manière ou d'une autre. Et donc, voilà, je crois que c'est ça mon caractère. J'ai donc appris en lisant votre livre, que j'ai presque terminé. Bravo. Depuis mercredi, depuis qu'on s'est rencontrés, que donc vous avez été le 3e de la fratrie à commencer l'équitation. Vos 2 frères étaient déjà en passe de devenir professionnels quand vous avez décidé à votre tour de passer le cap. Vous étiez donc né dans une ferme, dans un milieu agricole,
Est-ce que vous pouvez nous raconter l'étape en fait entre naître dans ce milieu agricole, être au contact des animaux, et puis découvrir le cheval, découvrir l'équitation et suivre la route des grands frères et puis rencontrer le cheval au milieu? Alors oui, effectivement, c'était une ferme. En fait, je suis le 7e de 8 enfants. C'est ça. Et le 3e garçon. Le 4e garçon, pardon. Et dans les fermes, vous savez, c'est pas Zola du tout. C'était très humble. J'ai eu mes premiers vêtements neufs quand j'avais 15 ou 16 ans. J'ai toujours porté les vêtements de mes frangins. Mais vous savez, on connaissait rien d'autre. Il n'y avait pas du tout... c'est pas du tout larmoyant, cette histoire-là. Au contraire, c'est une éducation avec des valeurs. La valeur du travail, déjà. Et très tôt, dans les fermes, eh bien, on travaillait. Pour la petite histoire... vous savez, mon premier manuscrit faisait 700 pages, donc j'ai dû en enlever. Mon père était gagé à 12 ans. Gagé, les jeunes, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Gagé dans les familles, dans les fermes, à un moment donné, chaque bouche à nourrir était une difficulté, parce qu'il y avait très peu de ressources. Et donc, à 12 ans, les garçons, les filles, sur les foires, il y avait la Saint-Michel et la Saint-Jean, étaient pas achetés, ce n'était pas de l'esclavage, mais ils étaient embauchés, gîte couvert, contre-travail à la ferme, à 12 ans, vous vous rendez compte. Et donc, je suis le fils de ce monsieur-là, qui a épousé la fille du patron quand il est rentré de la guerre, en 1942. Il est parti en 1939, mobilisé. Et ma mère, qui était passée de 15 ans à 18 ans, il a épousé ma mère dans la ferme où j'habite aujourd'hui, dans la grange où j'habite aujourd'hui. Et si je raconte ça, c'est parce que c'est tout ça qui m'a formé. Et donc, dans cette ferme, il y avait des chevaux de trait. Ça a été ma première expérience à cheval, de grimper sur le cheval dans les vignes quand il passait la houe, et d'être écartelé là-haut, et d'avoir cette sensation de la chaleur du cheval entre les jambes. C'est déjà incroyable de sentir le cœur battre sur votre mollet gauche, etc. C'était ça, mais là encore, pas de plan de carrière. Puis au fur et à mesure, mon père adorait ça. Mon père, il nous racontait de temps en temps, il n'était pas très causant, mais il nous racontait de temps en temps ses aventures équestres, où il partait à cheval, faire un concours à 40, 50 bornes. Il faisait 2 ou 3 épreuves, et il rentrait. Et puis, il a eu l'idée, quand j'avais 12 ans, de nous apprendre à monter à cheval. Et là, pour tout vous dire, moi, c'était déjà terminé. Je dis ça, c'est pas mon sport, quoi. Selle d'armes, casser la figure dans des prés, etc. Donc, bref, j'ai pas aimé. Et j'ai eu la chance, et je le raconte, de rencontrer 2 frères célibataires qui avaient un château, pas très loin de chez moi, et qui ont proposé de faire monter tous les gamins gratuitement qu'ils voulaient. Alors moi, je me suis lancé dans ce projet, et là, j'ai découvert la passion. Je me souviens de mon premier changement de pied au galop. Ça peut paraître totalement... Des chutes aussi. Leur bienveillance, etc. Et là, ça a été un virus, quoi. Le coronavirus à côté, c'est une blague. Suite à ça, vous n'avez pas fait d'études supérieures, vous le dites dans votre livre. Vous avez un CAP peintre en bâtiment. Vitrier et poseur de revêtement de sol. Plus précisément. Mais vous avez décidé de choisir une vie de passionné. Vous le dites au tout début de votre livre, vous dites « J'ai transformé ma passion en métier ». Et c'est quelque chose qui nous parle énormément, évidemment, avec Lorelai. Vous n'aviez aucune idée à ce moment-là, hein, vous le dites, pas de plan de carrière, de l'endroit auquel allait vous mener cette décision. Mais est-ce que c'était vraiment impensable pour vous de faire autre chose et de vivre cette vie-là de passion? Oui, vous dites « J'ai fait de ma passion mon métier ». Non, en fait, j'ai fait un choix de vie. Puisque je ne considère pas avoir un métier aujourd'hui. Parce que, comme vous l'avez dit en préambule, j'en ai eu plusieurs. J'ai été groom, j'ai été cavalier, j'ai été entraîneur, j'ai co-organisé le concours de Chantilly pendant 10 ans. J'ai été au Jumping Committee de la FEI. J'ai fait des séminaires en entreprise en tant qu'intervenant. Donc tout ça m'a donné une richesse de vie que je vois les jeunes derrière, j'ai envie de leur dire foncez, quoi. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi. C'était pour redonner tout ça, pour dire n'ayez pas peur. Et effectivement, mais mon crève-cœur à l'époque, c'était que je vivais avec une de mes tantes qui était handicapée et que c'était ça le plus difficile, de la quitter pour vivre égoïstement ma passion. Et elle m'a encouragé à le faire et je la remercie tous les jours. Du coup, je suis parti avec 2 choses. 1, cette envie. Et 2, en sachant très bien qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Donc, encore une fois, c'était toujours vers l'avant. Votre trajectoire, elle est marquée par de nombreuses rencontres. Vous venez d'en parler, les 2 frères qui vous ont mis à cheval, et puis peut-être
celle qui intervient ensuite, celle avec Jean Rochefort, évidemment, qui a marqué un réel tournant dans votre vie. Moi, je me demande, est-ce que vous pourriez nous parler de cette rencontre-là, évidemment dans ce qu'elle vous a apporté pour ensuite l'ouverture vers la carrière, mais est-ce que ce ne serait pas ça, le point de bascule qui a dessiné un avenir complètement différent à votre parcours à la fois professionnel et personnel ? Mais évidemment. Évidemment, en fait, moi, Jean Rochefort, au départ, c'est le papa de Julien et de Marie qui montent dans les épreuves. À l'époque, je montais en classe B. Et sa fameuse déesse noire, le vent derrière, 2% dedans. Et ce monsieur avec une belle voix, une prestance. Et un jour, il est garé et puis il vient me demander d'où je viens. Et donc je lui dis, je viens de Vendée. Il me dit, ah, j'ai acheté ma première jument Téphine en Vendée. Et on commence à parler. Et un jour, quelqu'un vient me voir et me dit, mais tu sais à qui tu parles ? Je dis, oui, c'est le papa de Julien. Et il dit, oui, mais c'est un acteur très connu. Ah bon ? Et du coup, j'ai perdu un peu de spontanéité, moi, derrière, en lui parlant. Je me suis renseigné, etc. Et effectivement, c'était en 80, début 81. Et c'est évidemment le point de bascule. C'est-à-dire que, je me souviens très bien, un jour, il m'a dit, tu viens au théâtre et tu viendras me voir après. Alors moi, je dis, quand je le vois... Et du coup, j'arrive il me dit, tu passes à gauche de la scène, tu montes, il y aura la sécurité, mais ton nom sera là, bref. J'arrive et il y avait toute une ligne d'artistes très connus qui attendaient pour le féliciter, pour le parler. Puis moi, j'étais derrière, planqué, puis il me voit, il me dit, Jean-Maurice, viens. Il me fait rentrer dans sa loge et il me dit, alors, ça t'a plu ? Et moi, j'étais inculte, donc... j'avais peur de répondre à côté, quoi. Je dis, écoutez, Jean, je sais pas, mais vous faites un métier extraordinaire. Je sais plus où je suis garé, je sais plus où j'habite. Et il me dit, c'est ça que je veux entendre. Et là, ça a été il m'a indiqué des livres à lire. Et je pense qu'il n'y aurait pas Jean, j'aurais pas pu écrire ce livre-là. Je saurais même pas vous parler, je pense. Il a été un guide. Je veux pas dire un second père, j'en ai un qui était formidable, et il avait des enfants, donc je ne veux pas leur enlever leur père et je ne veux pas faire offense aux miens. Mais la générosité de cet homme, cette capacité de prendre des jeunes et de les emmener, il l'a fait dans le cinéma. Guillaume Canet a tourné son premier film, Barracuda, où il en prend plein la gueule, avec Jean. Et il l'a fait jusqu'au bout, quoi. C'est un homme à part. Et moi, j'ai eu cette chance. Et je pense qu'en plus, il y trouvait son compte dans cette relation-là. C'était, comme toujours, en général, pour que ça dure, il faut que ce soit dans les deux sens, quoi. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, je serais devant vous si Jean n'était pas intervenu dans ma vie. Quand vous avez rencontré Jean, vous étiez palefrenier dans une écurie, vous aviez travaillé aux côtés de vos frères. Et quelques années plus tard, il y a un article qui date donc de 95, qui s'intitule « Bono, le meilleur ami du cheval, l'ancien palefrenier participe au Jumping International de Bercy ». Donc l'histoire avait déjà été amorcée, vous étiez déjà en train de rentrer dans le sport. Et la question, ça va être celle-ci, est-ce qu'on peut encore en 2022 être palefrenier et rêver de devenir cavalier professionnel? Oui, juste quand Jean m'a connu, j'étais déjà cavalier de seconde catégorie. J'avais passé déjà cette étape-là. Eh bien oui, j'espère. Parce que j'écoutais les informations ce matin et le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui a malheureusement créé des commentaires, je trouve, odieux, fait partie de cette méritocratie. Et je veux croire, et je participe, on parlera peut-être de la Young Riders Academy. Je veux croire à ça. Moi, je veux que mon parcours soit inspirant et qu'on se dise aujourd'hui que c'est encore possible. Et en ce qui me concerne, dans mon périmètre d'activité, j'œuvre pour ça. Que justement, on puisse déceler des talents et qu'à partir du moment où on ait des talents, on mette des systèmes autour, et c'est les gens de ma génération qui en ont le devoir, j'ai envie de dire, pour passer le relais et pour faire en sorte que ça se transmette, non pas grâce au pouvoir d'achat des proches, même s'il faut pas se mentir, c'est un sport onéreux dans le sens où c'est un sport avec une machine, entre guillemets, vivante,
Mais il y a un outil. Quand on court, on prend ses chaussures, ses pointes et on va courir. Là, il faut le cheval. Mais oui, je crois que c'est encore possible. Et dans cette région, je vais citer Mégane Moissonnier, qui en est l'exemple. Il y a un autre garçon dans la région qui monte très bien, c'est Antoine Herman. Donc voilà, ça c'est les deux, je les ai repérés pour les faire entrer dans l'académie. Et même si ça n'a pas marché pour Mégane, parce qu'elle avait cet emploi chez Laurent, et c'est pas grave. Mais oui, je veux croire que c'est possible. Alors c'est difficile, mais ça l'était à mon époque. Vous imaginez, à mon époque, moi il y avait des Navet, des Michel Robert, des Bourdi, Jean-Maurice Bonneau, mais inexistants, quoi. Donc là, il faut aller chercher sa place. Mais quand j'écoutais sur votre podcast Pénélope, Kevin, aussi à leur niveau, et ça m'a fait sourire quand ils ont dit non, mais les autres, faut qu'ils nous poussent. Mais nous, on va pas lâcher l'affaire. Donc vous voyez, parce que attention, on n'est pas dans un monde, dans le sport de haut niveau, quel que soit le sport, c'est pas un monde de bisounours, hein, on est bien d'accord. Donc il faut la prendre, sa place. Personne ne va vous la donner. Il faut aller la chercher. Donc ça demande justement cette volonté de gagner, accepter de perdre, savoir pourquoi, et y retourner au combat. Donc c'est pas le pauvre, moi je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Tu veux faire ça, ça va être dur, mais c'est possible. Mais ça va être dur. Un jour, j'étais arrivé sur une émission avec Jean Rochefort, je ne sais plus si c'était à Vivement Dimanche ou Télématin, et il m'avait présenté en disant « Ce garçon est un retrousseur de manches ». Voilà. On va reparler un peu plus tard des cavaliers, de la jeune génération qui arrive et du sport qui évolue. Mais d'abord, j'aimerais bien qu'on revienne à vous et à votre histoire. Donc, on déroule un peu et puis vous verrez, l'interview va se poursuivre. Cette même année de l'article que Lorlaï a cité il y a quelques instants, en 1995, il y a un point de bascule dans votre histoire. Vous avez 36 ans, vous avez remporté plusieurs Coupes des Nations, Sopot, La Baule, mais c'est la fin de votre rêve olympique, vous l'écrivez dans votre livre. Vous pensez être arrivé à votre meilleur niveau à ce moment-là. Comment est-ce qu'on vit ce moment-là quand on voit tous ses camarades continuer, passer le cap, et vous restez bloqué à un stade et vous ne savez pas encore ce qui vous attend? Vous n'êtes pas encore entraîneur, sélectionneur, etc. Vous vivez quelques années qui sont un peu entre deux, j'imagine. Comment est-ce qu'on vit ce moment-là? Alors, c'est vraiment une très bonne question. Mais ce n'était pas en 95, c'était en 96. Parce qu'en 95, j'ai fait les championnats d'Europe avec la même équipe avec laquelle on avait gagné la Baule. On est médaille de bronze à Saint-Gall. Et l'année suivante, donc 96, c'était les Jeux Olympiques de Atlanta. Et mon cheval est positif à la pyro, et donc je veux le blanchir. Et là, c'est la cata parce que les perfs se cassent totalement la figure, tant et si bien que je rate la sélection. Et je pars au concours de Royan, et je gagne la grosse le premier jour, je gagne le Grand Prix. Et à 1h du matin, je me suis arrêté faire le plein de ma voiture. J'ai mes 2 filles et ma femme dans la voiture. Et derrière moi, pour payer mon plein, et il y a la grosse voix de Thomas Fuchs derrière, il me dit « Tu vendrais pas ton cheval ?» Et je me retourne, et là, en une fraction de seconde, je réponds « Pourquoi pas ?» Et c'est absolument pas prémédité, c'est un truc de dingue. Et le lendemain à midi, le cheval était vendu. Et là, c'est effectivement... et je me dis « Mais je fais quoi maintenant ?» Parce que la compétition de haut niveau, c'est quand même une addiction à une drogue dure qui s'appelle l'adrénaline. Et là, je me dis, ok, tu as vendu ton cheval, j'avais fait des emprunts, j'avais tout misé pour aller au jeu. Bon, l'aventure valait le coup, il y a quand même une médaille au championnat d'Europe. Mais vraiment, je me pose cette question, tu fais quoi maintenant? Et là, moi, ma vie, elle est incroyable. Parce que je parle plus souvent des autres, parce que finalement, ma vie, c'est les autres, je me rends compte. Et là, j'avais un copain, mon fournisseur de sel, Jean-François Meyer, me dit, écoute, en 95, justement, me dit, à la Baule, il y aura un cavalier japonais, si tu peux aller le voir, discuter, etc. Et je vais le voir, Yoshihiro Nakano, et je lui laisse ma carte. Et vous ne croirez pas, quelques jours après avoir vendu mon cheval, je reçois un coup de fil du Japon, en me disant, voilà, Yoshihiro, on s'est rencontrés il y a 1 an, j'aimerais m'entraîner avec toi. Je suis chez Inc-Nouren, monté un cheval qui s'appelait Cisal de Jalène. Je monte les jeux
et j'arrive chez toi. Et là, je me dis, mais c'est formidable. Et donc, les jeux se passent, je le regarde à la télé, et le cheval arrive, et il me dit, je suis sélectionné pour la Coupe du Monde, la finale à Göteborg, je viendrai 15 jours avant, monte mon cheval, prépare-le. Et donc là, je me suis retrouvé tout de suite dans un projet, et j'étais tellement content d'accompagner Yoshihiro à Göteborg. Et là, de fil en aiguille, je suis parti au Japon. Alors, je le raconte dans le livre où on se marre bien, parce que mon arrivée au Japon était assez drôle. Et une culture totalement différente, etc. Et pendant 4 ans, j'avais mes propres... Alors moi, j'avais bien sûr, j'étais revenu à un niveau en dessous. Je n'avais pas les chevaux de la qualité du Hurlevent. Mais j'avais pas mal d'élèves. J'avais des Japonais à la maison. J'allais 5-6 fois par an au Japon et faire ce travail d'entraîneur. Et puis, de fil en aiguille, j'ai collaboré avec la fédération japonaise et j'étais leur chef d'équipe à La Baule et à Rome. Et là, deuxième révélation. Je dis, c'est ça que je veux faire. Et de fil en aiguille, et j'étais président de l'AXOF, l'association des cavaliers. Du coup, 99, coup de théâtre, Caron est viré du jour au lendemain. Et là, comme j'étais président de l'AXOF, je monte au créneau au nom de mes petits camarades pour essayer que la Fédé change de décision. Et donc, je me suis retrouvé un peu en leader quoi, des cavaliers, etc. Et puis, la Fédé a dit non, on ne réintégrera pas Patrick, mais donnez-nous des noms. Et c'est là où les cavaliers sont venus vers moi en disant Maurice, tu ne veux pas y aller? Et je ne vous cache pas que j'avais déjà commencé à réfléchir, mais en pensant que c'était juste impossible. Vous imaginez quand vous montez à cheval, vous faites du sport de haut niveau, la probabilité de finir entraîneur d'une équipe nationale, elle est quand même égale à 10 chiffres après la virgule, quoi. et donc, il y a un premier essai avorté, et c'est Marcel qui prend les rênes en disant « moi je viens dépanner », donc c'était en 2000, début. Donc Patrick c'est 99. Et en 2000, au retour des Jeux, là, le train repasse. Et là, j'ai la ferme intention de ne pas le laisser passer 2 fois. Donc, j'ai préparé un plan d'action. Je me suis mis dans cette peau-là. Et avec mes Japonais, j'ai testé un peu mes futures méthodes. J'y mets beaucoup de guillemets parce que j'aime pas trop le mot. Et voilà un peu la transition, quoi. Il va y avoir une transition, mais je voudrais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit au début. Vous avez dit que vous étiez accro au sport de haut niveau, que c'était l'adrénaline. Et avec le recul que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous rêviez finalement vraiment de très haut niveau en tant que cavalier? Ah oui, alors en tant que cavalier, alors oui, je n'ai pas répondu totalement à la question justement. C'est que faire s'auto-évaluer, c'est très important de mon point de vue. Et j'ai pas de mal à dire que j'étais un bon cavalier. Je n'étais pas une tête de série. J'étais un bon soldat. J'ai rendu service à l'équipe de France. Mais objectivement, c'était pas moi la tête d'affiche, quoi. Je pense que si on a réglé ce problème du syndrome de la culotte blanche et réglé quelques problèmes d'ego, on fait sûrement des meilleurs choix dans sa vie. Parce qu'il y a une règle aujourd'hui, j'ai des cheveux gris. Je pense que si j'ai un conseil à donner aux gens, aux jeunes notamment, c'est n'allez jamais atteindre votre niveau d'incompétence. Parce que ça se termine toujours par un échec. Alors que si vous savez déceler les talents des individus, vous, dans la salle, là, si je vous manage, quels sont vos talents? Et on va travailler sur vos talents, je vais faire de vous des stars. Mais cette première démarche qui est de dire quelles sont mes compétences et à quel niveau je suis en train de les atteindre, la limite, quoi. Alors que peut-être à côté, vous avez d'autres talents. Et c'est ce que j'ai fait, assez jeune, parce que vous vous rendez compte, j'avais 41 ans quand j'ai pris l'équipe de France, ce qui est assez jeune pour basculer. Et j'avais annoncé, au moment où je prends l'équipe de France, je descends de cheval. Donc je range la veste bleue, je range la veste courte et la culotte blanche. Et ça, mais j'avais, au fond de moi, j'étais persuadé que c'était mon réel talent. Que j'allais dans... D'ailleurs, aujourd'hui... Quand on parle de Jean-Maurice Bonneau, on parle de l'entraîneur, pas du cavalier, finalement. Ça me donne une légitimité pour l'avoir fait quand même à un certain niveau, si vous voulez. Mais on ne dit pas Jean-Maurice Bonneau champion. On dit Jean-Maurice Bonneau, c'est un meneur d'hommes. C'est un... Oui, et je le dis sans arrogance. C'est un entraîneur.
vous parlez de légitimité. À l'époque où vous acceptez le poste d'entraîneur, vous avez déjà entraîné un peu l'équipe de Tokyo, l'équipe du Japon. Mais vous prenez les rênes d'une équipe dans laquelle se trouvent les têtes de série dont vous parliez à l'époque. Éric Navet, Philippe Rosier, Bosti, Éric Levallois et Gilles Bertrand de Balanda que vous avez décrit mercredi comme un cavalier au talent incroyable. Au-delà, un homme extraordinaire. Un homme. La plupart de ces cavaliers-là sont des génies de l'équitation, sont vos amis aussi, ou ont été vos pères. Et vous m'avez vu discuter ce matin avec Philippe. Philippe m'a confié que ça avait été très dur. Que ça avait été très dur de vous voir passer de camarade d'équipe, etc., à chef, quelque part. Que les relations se sont dégradées pendant longtemps. Il y a eu l'épisode de XZ, etc. Comment vous l'avez vécu, ce passage un petit peu de je ne suis pas la tête de série et je suis avec ces camarades-là, à je deviens leur entraîneur, je deviens leur sélectionneur, je décide pour eux. Comment ça s'est passé, quelque part, comment vous avez vécu cette entrée dans le milieu fédéral ? Alors vous me faites marrer parce que il y a 3 jours, je vous ai dit, il va falloir que vous me posiez des questions que personne ne m'a jamais posées. Bingo. Alors effectivement, parce que c'est la question. La question. Alors déjà, si j'étais là, c'était quand même que les cavaliers leaders de l'époque avaient vraiment poussé, avaient même été jusqu'à la fédération en disant « on veut Jean-Maurice ». C'est passé inaperçu, mais il y a eu une tentative de putsch à la finale des Coupes des Nations de Rome, où les cavaliers ont dit « si Jean-Maurice n'est pas nommé, on ne part pas ». Et je me souviens que la présidente, Jacqueline Reverdy, m'appelle, j'étais en train de dîner avec ma femme et mes enfants, et elle me dit « vous êtes contente, ils vont faire ça ?» Je dis « madame, vous pensez que moi, Jean-Maurice Bonneau, je suis content parce qu'ils en arrivent là? S'il vous plaît, ne m'insultez pas. Par contre, écoutez-les. Prenez-moi. J'en ai envie, je suis prêt, et si je ne suis pas bon, vous me virerez, et vous aviez raison. Mais imaginez que je sois compétent. Ben, tout le monde en profitera. Et au moins, on va arrêter ce conflit. Donc, première étape. Et deuxième étape, et c'est votre question, ma première prise de parole devant l'équipe, c'était à Saumur, au mois de janvier 2001. Je peux vous dire que j'en menais pas large. J'en menais pas large et que j'avais préparé tout mon discours. J'avais répété devant un miroir sur les 2 phrases d'attaque. Comment on commence. Après, ça vient tout seul. J'avais un trac de folie. Mais il fallait que ce jour-là, je sois bon. Si je ne prenais pas le leadership ce jour-là, j'étais foutu. Et donc, je l'ai assumé. C'est assez amusant d'ailleurs, parce qu'avec le recul, c'est vrai que quand je me suis retrouvé devant ce parterre-là, mon discours a été le suivant, en disant, déjà pour commencer, tous ceux dans la salle qui ont des médailles, je veux vous féliciter. Tous. Mais c'est la dernière fois. Je suis là devant vous aujourd'hui pour les médailles à venir. Donc maintenant, c'est pas compliqué. Les portes sont grandes ouvertes. Il n'y a aucun fauteuil d'occupé, il va falloir me séduire. Et voilà comment on va travailler. Et c'est là où je suis venu avec mon PTM et blablabla. Mais voilà du coup comment j'ai pris la place. Et effectivement, j'attendais les premières prises de bec avec certains leaders. Et je l'ai eu, ça. Ouais, comment on était potes. Je dis, mais je ne suis pas votre ennemi, je suis votre sélectionneur. Et que ça vous plaise ou pas, il va falloir l'accepter. Et là-dessus, je n'ai jamais dérogé. J'étais droit dans mes bottes en disant, je sais pourquoi je suis là. Parce que ce n'est pas un métier quand on est sélectionneur, c'est une mission. Et donc oui, effectivement, et ce qui est très drôle, c'est que quelques années plus tard, Philippe a fait partie de ceux avec qui ça a vraiment frité. Et ce qui est marrant, c'est que quelques années plus tard, il vient me demander de l'accompagner pour les Jeux de Rio. Et d'ailleurs, quand il est venu me demander, je lui ai dit, il va falloir qu'on s'assoie tous les deux et qu'on nettoie. On nettoie ce truc-là, parce que ça a été dur. Et il n'a pas été le seul. Hein. Donc voilà, ça c'était, avec le recul, c'est amusant. Mais par contre, oui, je ne suis pas parti la fleur au fusil. J'étais bien conscient de ce que ça allait entraîner. De la difficulté dans la vie, il y a une des choses qui est la plus difficile, c'est de savoir dire non. Dire oui, vous savez, c'est facile, mais dire non. Et pour, là aussi, personne ne le sait, j'avais été voir Michel Platini, qui était à l'époque le patron de l'organisation de la Coupe du Monde 98. Le football. Le football, oui. Et qui était numéro 10, capitaine de l'équipe de France, entraîneur de l'équipe de France. Et il se trouve qu'il y avait un de mes propriétaires chez moi qui le connaissait.
Et comme ça me trottait dans la tête, tu sais, quand j'ai une idée fixe, par contre, elle me lâche pas facilement. Hein. Et je suis allé voir Michel Platini qui m'a reçu, je me souviens très bien. Et je lui ai posé cette question-là. Je lui ai dit, comment vous faites quand il y a une sélection ouais, dis-nous, dans le football, hein, c'est pas compliqué. Hein. Il y a 2 façons. Vous leur expliquez, vous allez passer des heures, ils seront toujours pas contents. Moi, j'annonce ma sélection et je m'en vais. Mais on est dans un sport où tout gamin, ils les mettent dans des bus, ils les emmènent, ils les habillent, ils les remettent. Etc. Nous, on ne peut pas faire comme ça. Je ne peux pas dire à un Michel Robert, je suis quoi, moi, pour aller lui parler comme ça. Donc là, il y a, en termes de management humain, on ne peut pas faire comme ça. Et alors, il n'y a aucun bouquin qui vous apprend à être chef d'équipe. Il n'y a pas de référence. C'est pour ça que j'ai écrit aussi ce livre, moi. Alors, j'ai fait quoi? J'ai lu des biographies d'entraîneurs, connus, reconnus, de grands sportifs, et j'ai lu un bouquin sur le management, que je recommande, d'un monsieur qui s'appelle Peter Drucker, un Américain, et qui s'appelle L'avenir du management, et qui reprend en substance ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire travaillons sur les talents des individus, on en fera des champions. Et ça a été, je suis parti comme ça. Je suis parti comme ça, et je n'ai pas dévié. Et quand il y avait des gros coups de vent, je les prenais. Je les prenais. D'ailleurs, on voit bien avec Brookso, je ne sais pas si vous en êtes arrivé là, qui me charge avec son cheval, Mais moi, non, j'étais là, justement. La présidente de la fédération pensait que j'allais être le pantin des cavaliers. Elle avait sûrement raison, parce que certains ont tenté, certains m'ont même dit, mais t'es là grâce à moi. Ah ben je dis là, je te plains, hein, parce que si tu crois que parce que c'est grâce à toi, je dis non, je suis grâce à moi. Et c'est pas arrogant. Mais si j'avais pas eu... Si vous aviez pensé que j'avais pas quelques qualités pour faire ça, vous m'auriez pas demandé. Alors, toi qui viens me dire ça aujourd'hui, tu sais pas ce que tu vas faire. Tu vas te remettre à cheval, tu vas faire des perfs et tu vas me donner des feuilles de match un peu plus conséquentes que celles que j'ai aujourd'hui. Parce que crois-moi, c'est pas de gaieté de cœur, je te mets pas. Mais c'est même insultant que tu viennes me parler comme ça. Parce que tu vaux beaucoup mieux que ça. Donc, je suis toujours été sur l'homme. Leur traverser les yeux, rentrer dans leur tête en disant, tu me parles comme ça, toi? Qu'est-ce que je vous ai dit le premier jour? Il n'y a pas de siège occupé. Et du coup, ça a eu un effet booster incroyable. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mes premières sélections et que je faisais rentrer des inconnus, les autres se sont dit, il fait ce qu'il a dit. Bougez-vous les fesses, les gars. Et du coup, c'est comme ça qu'on est entraînant. Mais il ne faut pas mollir. Mais vous avez quand même sélectionné Bruno Brookso. Mais évidemment. Mais donc vous n'avez pas mis en avant votre... Vous auriez pu être vexé ou... Mais non. Et vous ne l'avez pas fait? Mais non. Là, on n'est pas là-dedans. Quand je vous ai dit il y a 3 jours qu'ils sont tous différents, tous avec des caractères, on n'est pas champion en étant un béni oui-oui. Et alors après, chacun a son caractère. Et moi, il y a une règle. Déjà, il faut que je les aime. Avec leurs défauts et leurs qualités. C'est le point de départ. Le jour où je ne pouvais plus les blairer, je suis parti. J'ai donné ma dème. Vous prenez donc votre poste donc de sélectionneur de l'équipe de France. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué, moi, dans le livre. Et ça vous a suivi tout au long de votre poste. C'est l'esprit et le projet que vous avez créé. Il y a un détail qui n'en est pas un, à mon avis, d'ailleurs. C'est le box qui vous suivait sur chaque étape, Coupe des Nations, Coupe du Monde, etc. Le loft. Vous regroupiez vos cavaliers là-bas, dans ce box, vous discutiez, vous échangiez, vous mangiez, vous regardiez les vidéos, débriefez, etc. Et on sent que vous avez vraiment emmené les cavaliers avec vous. En tout cas, dans le livre, vous nous emmenez. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et j'ai l'impression, ce n'est que mon avis personnel, mais j'ai l'impression qu'on n'a plus aujourd'hui cet esprit, ce projet. Est-ce que, d'après vous, c'est quelque chose qui a vraiment mené la France vers des performances? En tout cas, ça a été un détail qui les a menés vers des performances. Oui, alors c'est vrai que quand je vous ai dit tout à l'heure que quand j'avais commencé avec le Japon, j'avais fait un peu mes classes. Donc il y avait ça qui m'avait animé. Et il y avait aussi ma présence dans l'équipe de France, comment je l'ai vécu. Et je m'étais dit, si j'étais aux manettes, je trouve que le vestiaire a des vertus non négligeables. Dans les sports collectifs. Dans les sports collectifs. Et comme tous les sports m'intéressent, et que j'étais un fervent lecteur de l'équipe, et que j'avais vu
ce reportage qui s'appelait Les yeux dans les bleus, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de rentrer dans le vestiaire, de rentrer dans cette intimité du sport de haut niveau. Et l'idée de départ, c'était de créer cette unité de lieu qui permettait de rassembler pour faire effectivement un grand nombre de choses. La détente, mais les débriefings, c'est-à-dire les débriefings, c'est quelque chose qui était une institution à un moment donné. C'est-à-dire que c'est devenu... et c'était pas un monologue, c'était pas moi qui... Moi, j'étais l'impulsion et je laissais fonctionner le groupe parce que j'avais la chance, justement, d'avoir ces champions. Et j'ai continué après au Brésil avec Rodrigo, etc., de dire, voilà, c'est une manière d'optimiser. Parce qu'en concours, on a vite fait de s'éparpiller. Surtout sur les événements en France. Quand on est à la Baule, tout le monde vient avec ses proches. On a beaucoup plus de journalistes, surtout les années de championnat, etc. Et c'est un moyen de protection aussi. Donc ça avait des vertus plurielles. Si vous avez lu le passage sur les championnats du monde, entre les deux manches, où tout se joue, après le débriefing, il y en a 2 qui regardent La vérité si je mens, et 2 qui font la sieste, et moi qui les surveille, et on refait tout le rituel après. Donc j'aurais pu écrire un livre que sur le loft. Après, c'est ma méthode, c'est mon système. Donc on peut faire autrement, bien sûr, parce qu'il y a d'autres équipes qui gagnent et qui n'ont pas ça. Mais ça, c'était ma touche. C'est aussi ma sensibilité. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et qui va sur l'humain. C'est ça, je crois, qui peut-être me différencie. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est mieux ou... Voilà, je suis comme ça. Tout à l'heure, j'ai dit, il faut être honnête avec soi-même, savoir où sont nos limites, nos compétences. Et moi, je me mets un peu à poil en écrivant ce que j'écris. Ça va peut-être m'éviter des années de psy, d'assumer d'où je viens, qui je suis, qui ont formé ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai été, ce que je serai demain. Les rencontres, etc. Et quand, oui, tout de suite, j'ai mis ça en place au premier CSI Hauts-de-France. Dès qu'il y avait l'équipe, le loft faisait partie de cette équipe et les cavaliers le réclamaient. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai ramené ça, Pessoa, avec tout ce qu'il a gagné, n'empêche qu'ils étaient archipreneurs et c'était les drapeaux du pays, je les avais transformés. Et là, ne serait-ce que d'installer les écuries, tout le monde s'y mettait, les grooms. Et d'emblée, on était dans une forteresse. L'impact, pour ceux qui ont vécu le loft, c'est énorme. Moi, je peux en parler parce que j'étais l'impulsion du loft, celui qui l'avait voulu. Mais ceux qui l'ont vécu, ils l'ont vécu vraiment comme quelque chose d'à part entière. Et les équipes de l'extérieur venaient dans le loft prendre un café. Puis à un moment donné, le loft, c'était rideau fermé, c'était une forteresse. On n'entrait pas dans le loft comme ça. On parlait à voix basse autour du loft. Et on avait des moments de grosse rigolade, de décompression totale, et aussi je le raconte, au championnat du monde de Caen, on partait vraiment pour faire une médaille. J'avais une équipe du Brésil, des gladiateurs. Premier parcours, Doda, il tombe. Tout le plan par terre. Et je leur avais dit, ma dernière causerie, là-bas, j'avais dit, vous savez, un championnat, il se passe toujours des événements qu'on n'a jamais pensé pouvoir exister. C'est jamais un long fleuve tranquille. Et là, donc, Doda tombe, tout s'écroule. Et puis, je dis, rendez-vous au loft. Et là, je ferme le rideau. Je dis, bon, je vous avais dit qu'on aurait des merdes. Ben, ça y est, on les a maintenant. Donc, on ne va pas en rester là. Vous restez concentrés. On fait le job. On fera le point ce soir. Et c'est là que j'ai remis mon équipe, quoi, ensemble. Le groupe. Dans votre livre, on peut lire à propos d'Éric Navet, je vais vous citer, donc je veux à tout prix le sélectionner pour les JEM de Jerez, notamment parce que je sais ce qu'un cavalier de cette trempe peut amener à l'équipe, et non seulement il sera extrêmement solide en piste, mais son impact sur ses camarades fera que tous élèveront leur niveau. Je vais avoir plein de questions. Déjà, qu'est-ce que c'est que cet impact qu'un Éric Navet avait sur ses camarades ? Et ensuite, quel rôle est-ce qu'un personnage comme ça joue au sein d'une équipe ? Est-ce que dans toutes les équipes que vous avez managées, vous avez essayé de retrouver un Éric Navet, quelqu'un capable de fédérer, d'accompagner et de propager un peu l'engouement au sein d'une équipe ? Effectivement, il y a plusieurs questions. Est-ce que j'ai pris l'exemple d'Éric Navet, mais je pourrais rajouter d'autres. Un Balanda, un Rodrigo, bien évidemment. Ça se fait pas dans nos sports, c'est celui à qui on mettrait le brassard de capitaine. C'est celui aussi qui peut animer les causeries. C'est celui à qui vous donnez la parole. C'est celui qui va
Moi, je me souviens quand j'ai débuté en équipe de France, il y en avait, Hervé Godignon à cette qualité-là, Hubert Bourdi, et je pourrais en citer d'autres. Et effectivement, pour le début de cette question-là, sur le fait que je voulais l'emmener à Rérez, c'est amusant parce que Eric est tellement perfectionniste, me disait en permanence « mon cheval n'est pas prêt, mon cheval n'est pas prêt ». Et j'y arrivais pas avec les mots à le convaincre. Moi, j'étais sûr qu'il fallait qu'il vienne. Je voyais la progression et cette équipe de Rérez, elle s'est vraiment bâtie sur la durée parce que au CSI Hauts-de-France, personne l'avait, l'équipe, et moi non plus. Elle s'est construite sur des histoires d'hommes, la discussion avec Gilles, on y reviendra peut-être, sur un coin de table, les yeux dans les yeux. Et Eric, je voulais qu'il vienne. Je voulais qu'il vienne parce que je voulais bâtir j'avais un plan comme ça, j'avais un scénario et j'avais besoin de lui. Et j'ai fini par lui écrire. Parce qu'en écrivant, on peut choisir les mots, on peut les corriger, on peut les... Et je lui avais dit, en gros, que moi, j'étais persuadé qu'il serait prêt. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui. Et je lui ai dit, tu sais, le jour où ton cheval sera prêt, ça prendra peut-être trop de temps, on aura loupé les rendez-vous. Et je veux t'emmener. Et effectivement, sur l'impact de certains dans un groupe, effectivement, les autres vont mieux monter. Il y a une référence, et à la fin du livre, il y a 4 postfaces écrites par les 4 protagonistes des championnats du monde. Et ils les ont écrits et je les ai reçus. Et je ne vous cache pas que j'ai la larme pas loin des yeux parce que ils ont, en 2 pages, totalement résumé cette aventure humaine. Humainement, quoi. Donc, ça aurait pu être vrai avec des femmes, donc c'est pas sexué. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. C'est jusqu'où on est allé chercher ça. Ensuite, Jean-Maurice, vous avez entraîné des cavaliers de nationalités différentes. Doda, l'équipe de Brésil, Pedro Venis, Luciana Diniz, etc., etc. Quel constat est-ce que vous avez fait de ces différentes expériences ? Nous, on a eu l'occasion d'échanger avec Philippe Gerda dans un autre podcast qu'on produit sur sa façon de manager l'équipe du Brésil. Il nous disait qu'ils étaient extrêmement différents des cavaliers français dans leur mode de vie, dans leur mode de travail, etc. Quelles sont les différences, d'après vous, entre ces 2 équipes ? Est-ce qu'elles sont plutôt culturelles, finalement, ou est-ce qu'elles proviennent d'un système fédéral différent ? Là encore, il y a plusieurs questions. Alors oui, système fédéral totalement différent. Je le dis sans embâche et en assumant. L'équipe de France est la plus assistée du monde. Très bien, j'en ai fait partie, je l'assume. Mais je m'interroge parfois, assistance oui, assistanat non. Et je me suis, pour avoir vécu les 2, et quand j'entends parfois, parce que le français est un râleur, tout le monde le sait, moi le premier, certains disent, ouais, là, il manque ci, il manque ça. Arrêtez, on est au XXIe siècle, le monde a changé, il y a des écoles, il faut améliorer, il y a le service de santé qu'il faut améliorer, et dans le sport, il faut se bouger les fesses, quoi, hein, à tous les niveaux. Et d'ailleurs, j'ai écouté également Kevin dans votre émission, qui le dit, quoi, parce qu'on ne peut pas parler de sport de haut niveau sans parler de système économique qui va avec. Donc, au niveau assistance fédérale, j'avais du mal parfois à avoir 3 tapis de sel brésiliens identiques pour aller faire une Coupe des Nations. Les mecs payent leurs engagements, payent leur transport, et donc là, on est très très loin en termes d'assistance entre l'équipe de France. Je dis pas que c'est bien, pas bien. Fact and figures, hein, c'est vraiment factuel. Ensuite, sur l'état d'esprit de l'équipe, moi, mon équipe de France, je l'ai adorée. Je l'ai adorée jusqu'au jour où je l'ai détestée et j'ai démissionné. Mais je ne l'ai pas détestée individuellement. Il y avait eu Athènes, il y avait eu une descente aux enfers, il y avait eu une perte d'agrément au niveau de la Fédé. Enfin, c'était tellement compliqué. Et je crois que j'étais usé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Donc, à un moment donné, là encore, il faut savoir dire, est-ce que je suis la bonne personne ? Moi, j'estimais que j'étais au bout, que j'avais tout donné, que j'étais essoré et qu'il fallait que j'arrête. Après, au Brésil, le Brésil, c'est un pays, moi je suis tombé amoureux du Brésil. De ce peuple de 100 et quelques millions d'habitants,
où on côtoie la misère et l'opulence, où on a des politiques corrompus qui méritent presque pas le peuple qu'ils ont, quoi. Et ça, je suis vraiment tombé sous le charme, qui sont capables de vibrer pour cette samba, qui ont une telle fierté quand la légende Ayrton Senna est champion du monde, fait ses tours d'honneur avec le drapeau brésilien. Cette identification à travers leurs héros, que ne sont pas les politiques. Et pour en revenir à mes cavaliers brésiliens, ils ont un attachement au drapeau assez impressionnant. Et ils sont d'une solidarité. Alors, ils peuvent aussi s'engueuler, attention, hein, c'est qu'ils ne sont pas tous amis. Mais alors, quand ils ont la veste verte sur le dos, là, pareil, c'est l'armée, quoi. C'est clanique, plus exactement. C'est très clanique. Et ça, moi, j'ai adoré. Avec mon système, ça correspondait complètement, quoi. Alors, il faut un mélange d'autorité pour la discipline. J'ai écouté Pedro. Donc, moi, j'avais mis un truc en place. C'est-à-dire que le dernier arrivé payait le resto le soir. Donc, voilà, on s'est beaucoup marré. Et ça a été, moi, un bonheur inouï et une déchirure immense de les quitter. Jean-Maurice, vous faites partie des membres fondateurs de la Young Riders Academy. Vous l'avez mentionné un tout petit peu plus tôt. L'objectif étant d'aider les jeunes cavaliers à gagner et sécuriser leur place en équipe nationale, à accéder au top niveau mondial. On va parler de la jeune génération, mais sous un angle peut-être un tout petit peu dévié. Comment est-ce que vous expliquez qu'une majeure partie de l'élite junior ou jeune cavalier, en France en tout cas, donc les jeunes qui ont performé, qui ont eu accès aux Coupes des Nations, aux Championnats d'Europe, à un système fédéral déjà d'accompagnement, etc., finalement, je parle de la majeure partie, donc finalement disparaissent un peu du panorama et ne parviennent jamais réellement à briller, ou en tout cas de manière pérenne? Exactement. Et je me suis marré en vous écoutant dans l'interview, je crois, de Kevin, parce que vous avez cité, comment se fait-il que vous êtes en concurrence, vous, Bosti, Philippe, vous avez pris les 4 de Rio, et vous avez sorti qu'un seul nom, Édouard Lévy. C'est vrai. Et je me marrais en disant, tiens, je les attends là, ils vont en trouver d'autres ou pas? Non. Eh ben non. Et donc ça, c'est la question. Et donc, cette question-là, je me la pose. Alors, je crois, quand moi je me la pose, avec ma grille de lecture, c'est pour ça que vous me la posez également, il y a plusieurs raisons, je pense. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est peut-être lié à la réponse que j'ai faite avant en comparant le Brésil et la France. Et il se trouve que depuis quelques années, je travaille avec la Suisse, parce que j'ai des élèves en Suisse. Et ils ont un système en Suisse qui est très beau. Le mot est très beau et les mots ont un sens. Ça s'appelle la relève. Oui, c'est vrai. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, la relève. Et donc la relève, ils ont des stages, comme nous en France, on a des stages, on a tout cette assistance-là. Mais il y a quand même quelque chose qui doit être un peu différent parce que ça produit. Et je vais citer Edward Smith qui était à la Baule l'autre jour. Et donc en France, on a quand même un accompagnement très élaboré avec des entraîneurs, avec des préparateurs mentaux, il y a un système quand même et donc on a des juniors, des poneys qui sont performants, des juniors qui sont performants, et on se rend compte que déjà au niveau jeune cave, j'étais au championnat d'Europe l'année dernière à Villamoura, et là on voit qu'il y a un gap quand on compare avec l'équipe de Belgique, petit pays, pas d'assistance, pas de haras nationaux à l'époque, et ils avaient 9 chevaux, parce que tout est lié, il y avait 9 chevaux belges sur la grille de départ de la finale olympique de Tokyo, par exemple. C'est vrai. Donc vous voyez toute cette économie, et je crois que, pour répondre à cette question, je crois qu'il faudrait peut-être faire des assises, sans faire de la réunionnite, mais quand même, de temps en temps, dans une entreprise, quand on a un problème quelque part, on fait un audit, quoi. On dit, finalement, on a mis tel moyen, qu'est-ce que ça produit? Et là, force est de constater qu'on a un trou dans la raquette, dans cette catégorie d'âge. Donc moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je pense que si j'étais aux manettes, je me la poserais la question, en disant à quel moment ça... Alors après, il y a des raisons aussi économiques, parce que pour poursuivre, il ne faut pas, là encore, se raconter d'histoire.
il faut mettre en place tout un système qui fait que il faut que le cavalier ait suffisamment de ressources pour vivre, payer ses employés, parce qu'on sait très bien qu'ils ont toute leur structure, ou alors aller travailler chez des marchands, comme certains le font. Mais en France, par exemple, il n'y en a pas, il n'y en a qu'un. C'est Laurent Guillet. Il n'y en a qu'un, c'est Laurent Guillet. Et d'ailleurs, on le voit bien. Il collabore avec Nicolas Delmotte. Il emploie Mégane Moissonnier. Donc aujourd'hui, le très haut niveau, s'il n'y a pas les chevaux, un cavalier sans cheval, c'est un piéton. Hein. Donc, il y a tout cet aspect économique dont on ne peut pas faire l'économie si on veut s'inscrire dans un projet de haut niveau. Donc ça, c'est pour moi une des grosses raisons, principales raisons, de ce questionnement-là. Et encore une fois, je crois qu'il faut... là, je vois aujourd'hui, la fédération essaye de bloquer les chevaux, etc. Mais on ne peut pas rivaliser. On ne peut pas rivaliser avec le marché d'aujourd'hui. Quand on est à 6-0 avec plus que 1 en face, c'est pas possible. Donc, je crois qu'il faut faire rêver, parce qu'il y en a des investisseurs en France. Moi, il y a 3 semaines, il y avait les championnats de France, vous y étiez sûrement. J'ai été subjugué, moi, de voir le niveau. Incroyable. J'en fais 4 des équipes de France. Mais je ne suis pas plus malin qu'un autre, je ne suis pas en train de vendre ma soupe, c'est pas la question. Mais je me dis, comment j'ai ce parterre de chevaux et de cavaliers, et j'ai du mal à en sortir 4. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, pardon, je vais peut-être secouer, mais j'assume. On a l'impression que si on sort de Pénélope, Kevin, Simon, Édouard, j'espère, et puis Delmotte, il n'y a rien. Non, c'est pas ça. Il faut les emmener, les mômes, là, qui grattent. Il faut faire ouvrir les portes, faire rentrer tout le monde dans la nasse, puis après, on va trier. Ça, c'est mon opinion. Et je l'assume. Pour en avoir 4 à l'arrivée, il faut en avoir 12, 20. Les mettre. Vous allez aller au charbon. On va se planter, on ne va pas tout gagner. Puis après, il faut expliquer. Parce qu'aujourd'hui, pour Paris, on ne parle que de Paris. Mais cette année, il y a un championnat du monde, que je sache, dans quelques mois. L'année prochaine, il y a un championnat d'Europe. Autant d'occasions de tester, dans la mesure où on est déjà qualifié pour les Jeux, puisqu'on est pays hôte. Il n'y a pas plus confortable. Mais quand j'écoute en concours, les commentaires, et vous aussi, vous êtes des fouineuses, donc vous devez vous les avoir, ben oui, c'est votre job. Assumer. On entend la même chose, on a l'impression que... Mais non. Moi, c'est pas ma vision, en tout cas. Moi, c'est une vision, on ouvre. Regardez ce qu'a fait Laporte en rugby. Regardez l'équipe de rugby, c'est des gamins. Mais ils savent qu'ils vont y aller, puis ils vont au combat. Qu'est-ce qu'il a fait pas Laporte, pardon, Laporte est le président. Galtier. Il se trouvait que Galtier, je l'ai fait venir, moi, parler à mes cavaliers. Donc je le connais, c'est devenu un copain, pas un ami, mais je le connais. Il leur a parlé, ça a été extraordinaire cette journée-là. Avec Nick Mallette, entraîneur sud-africain, qui entraînait à l'époque le Stade Français. Et il a dit une phrase merveilleuse, il a dit un entraîneur doit être entraînant. Quand il a pris les rênes de l'équipe de France de rugby, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tous pris, il les a amenés dans son club où il a débuté, dont son père est président. Et il a fait son premier briefing là en disant « ça c'est les fonds baptismaux, vous venez tous de club ». Et là on est dans la vraie structure du sport, le club, qui ensuite va emmener des athlètes de haut niveau. Et deuxième chose, il a fait plein de choses, que c'est un grand technicien, numéro 9, capitaine d'équipe de France, capitaine du Stade Français, etc. Dans le numéro du dos du maillot, il y a tous les noms des clubs. Voilà, ça, pour moi, c'est ça. Je suis un paysan, n'oubliez pas. On sème et un jour on récolte. Mais entre-temps, on a fertilisé, on a arrosé. Et c'est comme ça que je la vois, moi, l'équipe au sens large. Il y a peut-être une question, Jean-Maurice, à laquelle vous vous attendez, puisque vous avez quand même écouté quelques-uns de nos épisodes. C'est celle qui est un peu incontournable quand même, concernant l'évolution du sport de haut niveau. Et ça découle de ce que vous venez de dire à l'instant. Et vous en parliez déjà en 2002, au moment des championnats du monde, vous parliez déjà de cette course au point ranking à ce moment-là, donc c'est pas un sujet qui est nouveau. Et puis on a évoqué forcément tous ces sujets-là avec plein de nos invités, et on a cité là en l'occurrence Grégory Baudot et Eric Navet, dont l'épisode va sortir dans quelques jours,
qui nous ont confié qu'ils voyaient mal, eux, comment le sport pourrait aller plus loin, pourrait progresser encore. Il y a 10 ans, Eric Navet disait « Oui, bien sûr, ça va évoluer, oui, ça va être comme ci, comme ça ». Aujourd'hui, ils ne voient pas comment les choses peuvent aller plus loin, comment les parcours peuvent être plus difficiles, comment il peut y avoir encore plus de compétition, etc., etc. Est-ce que vous aussi, comme Eric Navet, vous pensez que cette complexité qui s'est installée, elle est positive et formidable ? Ce sont ces mots. Alors, je suis heureux que vous me posiez cette question. Sinon, ça ne sert à rien que je vienne ce matin. Parce que, effectivement, encore une fois, je considère que j'ai suffisamment de choses derrière moi et suffisamment encore de lucidité et d'énergie pour participer aussi à cette évolution. Sinon, vous ne la poserez pas. Et donc, alors, il y a plein de choses extrêmement positives dans cette évolution-là, notamment le niveau des cavaliers de base. Vous allez sur un 2 étoiles, un 1 étoile, même un concours régional. Les gens montent beaucoup mieux, ça a beaucoup évolué, et tant mieux. Ça va aussi, je ne sais pas si on en parlera, dans le welfare du cheval, dans le bien-être et dans la bonne évolution de notre sport. Bien. Il y a eu plusieurs révolutions culturelles, transformations. Et la plus grosse en date, c'est l'arrivée du projet d'Ian Tops et son global et ses dotations qui ont provoqué que tout le circuit a évolué. Bien. Je crois qu'une des faiblesses du système aujourd'hui, là encore, je vais me faire des amis, c'est l'inconséquence de la FEI, qui n'est pas à la hauteur. Il faut se féliciter que le sport est plus bankable et qu'il est possible de faire des gains à la hauteur de ce que représente cette capacité. Et lorsqu'on s'émeut aujourd'hui sur des dotations de certains concours, je dis, mais attendez, par rapport, c'est même pas un mois de salaire d'un footballeur au PSG. Bien. Mais ça, quand même, ça peut inciter à garder un cheval de haut niveau. Et comme dans tout système, quand l'argent arrive, on commence à avoir les dérives. Tous les systèmes, même le rugby que j'aime beaucoup, dont je parle, on voit très bien des dérives possibles à ça. Et là, attention, il faut être présent et justement s'adapter. Les évolutions, elles ont du bon, mais il faut s'adapter en même temps. Donc, il y a plein de questions qui se posent. Alors, oui, je pense que le sport va et doit encore évoluer. Pas forcément dans le fait de remonter les obstacles, tout ça, on est bien d'accord, c'est pas là que ça va se jouer. Mais moi, qui suis un entraîneur passionné, il faut ramener la performance à l'équitation. Et donc, il y a plein de techniques pour ça. On peut très bien imaginer, ils l'ont fait en complet. Chaque année, quand je peux, je vais au Mondial du Lion. Et quand je vois déjà à 6-7 ans, quand ils arrivent à la bergerie, ils reviennent vers l'hippodrome et qu'il y a la descente de la bergerie, les pointes sur la main droite, je dis chapeau, hein, fin de parcours, obstacle 21, si ma mémoire est bonne, avec la fatigue, etc. Donc nous, il y aura des évolutions et qui doivent, encore une fois, je parlais tout à l'heure d'audit, d'assises, je regrette. J'ai été 4 ans au Jumping Committee de la FEI. J'étais le seul Français à y avoir été. C'est beaucoup de temps, comme dit Pedro, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. C'est tout en anglais, c'est chronophage. Mais il faut qu'on s'y colle. Hein. Ce n'est pas le boulanger d'à côté qui va venir défendre notre métier, notre sport, notre passion. Donc, il faut moi, je trouve, vous vous rendez compte qu'il n'y a jamais, à ce jour, admettons tous les 1 an, 2 ans, ou après une Olympiade, un séminaire, on pourrait appeler ça, où on réunirait tous les acteurs du sport. En termes de représentativité, donc le représentant des cavaliers, bien entendu, le représentant, le chef de piste, on en prend un, des organisateurs, et puis des vétérinaires, bien sûr, dopage, et puis pourquoi pas faire venir un animaliste ou bienveillant, parce que si c'est un ayatollah, il faut qu'il reste chez lui, on n'arrivera pas à le convaincre. Donc ça, c'est de la perte de temps. Je ferme la parenthèse, mais voilà. Et puis, qu'on en sorte quelque chose en disant, voilà, Jeux de Tokyo, ça valait quand même le coup, quand même. Quand on voit ce qu'on a vu, un cheval qui saigne, qu'on n'arrête pas en cours de route, etc. Là, c'est suicidaire, notre bazar, là. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Une FEI qui dit, parlez, beau merle, on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est tout ça. Et ça, c'est regrettable. Parce que je ne dis pas que la Formule 3, moi, je fais partie de ceux qui ont trouvé des avantages à la Formule 3. Alors là, je dérive, mais tant pis. C'était un sujet. Hein. Mais ça vaut le coup d'en parler.
on peut avoir des opinions différentes, parce que c'est comme dans toute décision, vous avez une case plus, une case moins. Mais au moins on en parle, puis après on dit, ok, le raisonnable, parce qu'on a un sport unique, ils l'ont tous dit. On travaille des animaux. Donc, ok, je veux bien qu'on me parle de marketing, mais il ne faut pas que ce soit au détriment du cheval. Et je ne comprends pas, moi personnellement, qui ai fait partie de ce Jumping Committee, que je me sente aussi éloigné de mon institution. Et ça, attention, hein, quand vous voyez qu'un Steve Gerda, finalement, est un peu, je ne sais pas si vous étiez dans la salle de l'Assemblée Générale de l'IGRC, là, à Genève, il jette l'éponge, quoi. Il dit, putain, ça me fatigue, quoi, d'aller mouiller la chemise comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a une lassitude. Et on peut même se demander si ce n'est pas une stratégie de l'autre côté, de dire, ils vont se fatiguer avant nous. Et ça, moi, ça me fait mal, parce que les enjeux sont trop importants. Donc oui, notre sport va évoluer, parce que c'est ça la question. Il va continuer d'évoluer, et notamment, la plus grosse évolution, c'est que dans une liste de départ de Grand Prix, quand il y a 50 partants, il y en a 48 qui peuvent le gagner. Le gagner, hein. Donc le niveau a vraiment évolué. Vous avez parlé de welfare, donc le bien-être animal. C'est évidemment un des enjeux majeurs de la prochaine décennie que l'équitation va devoir affronter, on va dire, solutionner. Est-ce que vous, votre regard personnel sur la façon dont sont gérés les chevaux de haut niveau a évolué au fil du temps? Et est-ce que, par hasard, quelqu'un comme Benjamin Ayot, qu'on a eu nous la chance de rencontrer et qui a un regard absolument aiguisé sur le sujet, vous aurait apporté quelque chose dans votre réflexion, puisque vous collaborez avec lui au sein de la team Laiterie Montaigu? Oui, Benjamin, je suis heureux qu'il apparaisse quand on parle de ces sujets-là. Mais je pourrais citer Nicolas Blondeau, Pierre Crampon, Andy Booth. Mais en fait, on n'a pas eu besoin d'un film émouvant pour prendre conscience. Je pense que quand on a passé sa vie avec les chevaux, on a évidemment évolué. Et même moi, je fais mon mea culpa. Au début, par ignorance, on peut être pressé, faire des erreurs. Ce qui est important, c'est d'évoluer. Parce que la société évolue. La société évolue. À une époque, on considérait qu'élever un enfant, c'était lui mettre une fessée ou une claque et que ça allait l'aider dans la vie. Aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Il faut s'en féliciter. Mais après, je mets quelques bémols sur la sensiblerie à 2 balles. Et il ne faut pas partir non plus dans l'autre sens. On est quand même dans un rapport entre un animal de 500-600 kilos, un être humain, un sport féminin. Et l'équitation, c'est quoi? C'est vaincre sa peur par rapport à affronter un animal de cette taille et de ce poids. Et 2, quand on a passé cette première étape, c'est de créer ce langage commun. L'équitation, c'est un langage universel comme la musique. Sur une partition, on peut jouer dans le monde entier. Votre cheval qui a les bases d'équitation, nous en France, on est dépositaire avec l'équitation française qui est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et je fais partie de ceux qui se battent pour qu'on y reste. Ça veut dire quelque chose. Et donc, ce langage universel fait que si mon cheval est dressé, n'importe quel cavalier du monde qui a appris ce langage sera à même de monter votre cheval. Donc, en respectant, déjà, qu'est-ce qu'un cheval? Qu'est-ce qu'un cheval? Animal grégaire, herbivore, etc. Donc, le système de défense et la fuite. Et moi, je commence tous mes stages quand j'en fais par ça. Est-ce que vous savez sur qui vous êtes? Et je trouve que là, c'est un discours qui doit aussi s'adresser aux enseignants, aux futurs enseignants. Parce que c'est comme ça qu'on gagnera la partie. C'est comme ça qu'on gagnera la partie. Parce qu'il faut commencer au début. Et je trouve que ça, ce serait la petite fille, le petit garçon qui vont arriver en disant, tu sais, l'animal que tu vas approcher, c'est ça. Il va pas te mordre, c'est pas un prédateur, c'est une proie. Et donc on éduque les gens. Et c'est comme ça. Donc les grands discours, ils me font marrer, moi. Commençons-nous. Hier soir, dans les 6 bars, il y a eu un épisode que j'ai pas aimé. Il y a un cavalier, qui, premier tour, a mis 3 coups de cravache à son cheval à l'arrivée. Bien. Ce matin, j'ai été la voir.
avec son père. Je l'ai pris dans un coin. Et je lui ai dit, tu vois, tu as gagné hier, bravo. Mais tu as fait ça, c'est pas bien. Je peux me permettre, moi, avec mes cheveux gris. Et c'est pas une sanction, c'est de l'éducation. Elle a baissé les yeux, elle me dit, excusez-moi. Je dis, on en a tous fait des conneries. Et donc, je crois à la pédagogie. C'est mon métier, c'est ma passion. Et donc, c'est comme ça qu'on gagnera la partie. C'est comme ça qu'on gagnera la partie. Mais, je le redis, c'est tous ensemble. Il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis, il faut les prendre, ces sujets-là. Pareil sur le comportement vis-à-vis des femmes. C'est un sujet. Ça va nous péter à la gueule, parce qu'on fait semblant de ne pas voir. Quand il y a un problème, il faut faire face au problème. Ça reprend l'article de L'Éperon qui a été publié il n'y a pas si longtemps, dont vous êtes, pour lequel vous étiez interviewé, et le titre était celui-ci, « Briser l'omerta et se remettre en question ensemble ». Est-ce que c'est vraiment de l'omerta? Est-ce que c'est du déni? On sait qu'il y a le problème, les cavaliers voient, ils n'ont pas trop envie d'en prendre conscience, ou en tout cas d'en prendre acte, parce que ça va changer beaucoup de choses. Est-ce que c'est un petit peu de mauvaise foi? Est-ce que c'est un manque d'éducation? On n'est pas assez éduqué, comme le disait Andy Booth, aux réels besoins du cheval, et donc on ne se rend pas compte quand on peut dépasser certaines limites. Voilà, le choix, est-ce que c'est omerta? Est-ce que c'est mauvaise foi ou manque d'éducation, manque d'intérêt, ou manque de sensibilité même parfois? Mauvaise foi, je pense pas. Pour certains, peut-être manque d'éducation. Pour d'autres, recherche du profit à court terme. Okay. Et que c'est rare qu'un lanceur d'alerte passe une fin de vie agréable. Mais en même temps, il va falloir sûrement revoir certaines règles et avoir le courage, encore une fois. C'est une question aussi de courage. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Et encore une fois, je le disais à votre collègue, c'est parce que Jean-Maurice Bonneau pense qui est important. On s'en fout de lui. Mais il se trouve que j'ai à la fois un rôle à jouer, un positionnement, qu'on me tend des micros, et que je n'ai pas l'habitude de faire la langue de bois. Donc je suis prêt à développer ma manière de penser devant n'importe qui ne sera pas forcément d'accord avec moi. Mais pour autant, c'est pas pour ça que j'ai changé d'avis. Mais ce que je ferai, c'est ça m'arrive. Et pour ça que je réponds cash aujourd'hui. Et j'espère que certains vont venir me sauter à la gueule pour prendre cette discussion. Parce que, vous savez, ça fait 40 ans que je suis dans le métier, je n'ai pas eu un cas de dopage positif, moi. Ou de warning pour mauvais comportement. Et pour autant, il me semble quand même que j'ai quand même quelques médailles derrière moi. Donc c'est possible. Et aujourd'hui, c'est pas une option, hein, mesdemoiselles, mesdames. C'est pas une option, ce dont on parle. C'est crucial. Vous avez tous vu passer cette pétition qui a la taille d'un livre. Oui. Qui a la taille d'un livre. Qui est partie qui est partie au sommet des décisions du sport. Pour retirer les sports équestres de la famille olympique. Et là, vous en entendez parler? On fait semblant de ne pas voir. Ce que disait Chirac, je l'ai dit, la maison brûle, on regarde ailleurs. C'est pas que sur l'écologie. Hein. Nous, aujourd'hui, mais non, Maurice, t'es pessimiste, tu verras, ça va se passer comme ça. Je dis, mais vous êtes con ou con? Ça va se passer comme ça à force. Regardez la liste des sports entrant au jeu et qui attendent à la porte. Donc on ne peut quand même pas faire semblant de ne pas voir. Donc tout ce que je dis, non seulement je l'assume, mais j'ai envie de dire, mais secouons-nous, quoi. Secouons-nous. Et donc, je fais le colibri, c'est ma goutte d'eau. Mais ce serait mieux qu'on ne soit pas... Et je prends l'exemple de comment il s'appelle, Grégory. Il se fait sauter à la tête, le gars. Hein. Moi, c'est pas mon ami, je passe pas Noël avec lui, mais il n'a pas dit aux autres de monter différemment. Il a dit, moi, voilà, j'ai décidé de faire un peu autrement. Ben, très bien, il met un filet au lieu de mettre une bride. Moi, si j'ai envie de mettre une bride, parce que je mets une bride, mais on sait très bien que c'est la main qui est au bout. Mais au bout de la main, il y a quoi? Il y a le cerveau, il y a l'esprit, il y a ce qu'on veut faire. Et il y a plein de gens qui travaillent dans ce sens-là. Donc, moi, je veux bien l'ouvrir. Mais encore une fois, tout seul, c'est les institutions qui doivent prendre ces débats-là, ces sujets-là. C'est presque un sujet sociétal. On va arriver à la fin de cette interview, Jean-Maurice. Et pour
conclure, entre autres, on va reparler un peu de vous, finalement, de votre carrière. Vous avez donc été cavalier, palefrenier, groom, cavalier, entraîneur. Et aujourd'hui, vous êtes aussi un porte-parole. Preuve en est aujourd'hui. On parlait de lassitude tout à l'heure de la part de Steve Gerda. Est-ce que vous n'avez jamais été lasse de votre métier, de votre mission même ? Est-ce que vous n'avez jamais été lasse de cette vie, d'être toujours sur les mêmes concours, les mêmes parcours, les mêmes cavaliers ? Et est-ce que vous êtes finalement épanoui de la vie et du parcours professionnel et personnel que vous avez derrière vous ? Alors oui, je suis chanceux. Maintenant, il y a des écueils. Hein. Ma vie familiale n'est peut-être pas la plus exemplaire parce qu'on est dans des métiers très égocentrés. En tout cas, moi, comme je l'ai fait. Et il fallait que les autres suivent. Et j'ai aussi écrit ce livre que j'ai dédicacé à mes enfants pour qu'elles comprennent pourquoi j'étais si souvent absent et ce que je faisais finalement pendant ce temps-là. Et donc, j'aurais peut-être pas donné ce que la majorité des parents donnent, mais j'aurais peut-être donné autre chose, du moins je l'espère. Quand je les vois aujourd'hui, je pense que c'est le cas. Dieu merci. Mais non, je suis pas lasse. Je suis pas lasse. Je pense que moi, je m'en rajoute toujours. Dès que j'ai l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose, et ça dure 3, 4 ans, 5 ans, il y a quelque chose qui naît à nouveau, quoi, Et c'est vrai que j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai un rôle à jouer peut-être, parce que, entre guillemets, je suis un homme libre, dans le sens où je ne dépends pas de propriétaire. Mais mon background me légitime, si vous voulez. Donc, moi, je crains rien. Je crains rien, je dis ce que je pense. Non, il va venir m'engueuler, ça va pas me faire boiter, hein. Mais je pense que je peux être utile, oui. Et tant que je penserai que je peux être utile, d'une manière ou d'une autre, oui, j'ai envie de continuer. Et puis j'ai plein d'amis, moi. J'ai plus d'amis que quand j'étais sélectionneur, ça c'est clair. Mais ça fait partie du costard. Ça fait partie du costard. Donc si on n'est pas prêt à accepter ça, il ne faut surtout pas faire ce métier-là. C'est trop... Je disais parfois, il faut être capable de dîner tout seul. Parce que vous êtes avec vos sélections, vous êtes avec vos... Comment je vais manager tel et tel concours, tiens, qu'est-ce que j'ai oublié que je devrais mettre en place, enfin, bref. Et c'est formidable. Non, aujourd'hui, oui, j'ai envie de... Pour ça aussi que j'accepte de faire ce que je fais ce matin, de dire... on peut... vous savez, il y a les discours convenus. Quand on est dans un groupe, on a le discours du groupe en général. Moi, je suis indépendant, je suis un homme libre. Et ça me donne peut-être cette... capacité de dire, j'aimerais d'ailleurs faire plus. Mais avec l'académie, avec Eleonora Ottaviani, on n'a pas de réunionnite, on est dans le concret, et de voir chaque année une dizaine de mômes qui arrivent dans le groupe et on les renforce pas forcément sur leur équipe. Moi, je suis en relation directe avec leur chef d'équipe. Bien évidemment, jamais on interfère à ce niveau-là. Par contre, on les accompagne, on leur fait un programme de formation pour justement apprendre à se comporter différemment. Justement, les sensibiliser sur welfare. Les sensibiliser comment on se comporte avec des organisateurs de concours. Comment on va les saluer, ne serait-ce qu'emmener un gift, ne serait-ce que de créer un réseau. Parce que aussi les jeunes cavaliers, le réseau, si vous n'avez pas de réseau, c'est impossible. Et moi, ce que je leur apporte quelquefois à mes élèves ou aux cavaliers, c'est que on connaît tous les organisateurs du monde entier. Passe un coup de fil, tiens, tu peux pas me prendre mon gamin, etc. Ça marche aussi comme ça. Et chaque place gagnée est une opportunité pour eux de se mettre en valeur. Vous comprenez ? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc nous, moi, je me dois, vous vous rendez compte la chance que j'ai eue, moi, de vivre ce que j'ai vécu ? Je peux pas me regarder les photos jaunir. Je dois le redonner d'une manière ou d'une autre. Donc je suis loin d'être fatigué. Et j'espère, je crois, tout autant de passion et de... ça m'amuse, ça m'intéresse d'observer justement ces évolutions, qui sont plurielles également, mais sur tous les secteurs. Tous les sports, tous les secteurs, ça on l'a vu. Ouais, parce que je me nourris aussi des autres sports. Quand il y a un sujet, par exemple la semaine dernière, ce joueur du PSG qui refuse de faire une soirée pour les LGBT, etc. Voilà, ça me questionne. Et je me dis comment je gérerais ce problème-là.
quand il y a Mbappé qui ne va pas à une conférence parce que ce sponsor, etc. Comment on gère ça dans un groupe? Ça m'intéresse. Je m'en fous d'Mbappé ou de l'autre qui ne veut pas jouer. Mais c'est l'humain, encore une fois. Parce que ce n'est que ça. L'équitation, c'est un moyen. Jean-Maurice, on vous souhaite d'être encore très utile, comme vous le disiez à l'instant, d'aller encore beaucoup plus loin, de garder cette étincelle qui vous anime et qui se propage quand vous êtes quelque part. Merci. Merci à vous. Beaucoup.